faut ici redire la légende de Wamba. Elles étaient 3 lionnes valeureuses, Wamba la borgne, Kigori et Simba. Un jour, blessé, Simba se laissa mourir, laissant une portée de bébé à ses 2 sœurs. Kigori se disposa à prendre soin des enfants, mais c'est Wamba que ces derniers choisirent pour mère adoptive. Ce matin, un étranger s'est présenté face au clan de Wamba. C'est un lion de 2 ou 3 ans. Il se nomme Tompo. Sa maigreur le désigne comme un mâle errant qui peut-être recherche la solidarité d'un groupe. Sa présence éveille l'attention du clan qui se méfie de lui. Mais Tompo reste sur ses positions. Il se garde de montrer sur le territoire de Wamba un empressement qui le rendrait suspect. Et la vie continue comme si l'intrus n'était pas là. Wamba accomplit envers les lionceaux qui réclament leur caresse ses devoirs de mère attentionnée. Sans un bruit, Tompo le lion errant a esquissé un mouvement. Les lionnes s'en aperçoivent et attaquent l'étranger. Ça n'est pas aujourd'hui que Tompo, blessé, trouvera la tribu dans laquelle il aurait tant aimé se faire une place. Partis vers le sud, les proies viennent à manquer. Pour les lions, ça n'est pas le moment du partage. Cette règle, Tompo ne l'oubliera plus. Il restera à sa place, loin derrière. Telle une héroïne revenue victorieuse de la guerre, Wamba est célébrée par les lionceaux. Tous ne sont pas ses enfants, mais il n'en est aucun qui ne reconnaisse en elle la vaillance des chefs de clan. Les berges de la rivière Mara ont cessé de vibrer sous les sabots des migrateurs, qui ne reviendront troubler les eaux du fleuve qu'après la prochaine saison sèche. Les hippopotames ont retrouvé la quiétude à laquelle ils aspirent. Ils aiment les habitudes prévisibles d'une vie monotone. Se repaître d'herbe au clair de lune et le jour, digérer mollement alangui dans l'eau qui protège du soleil. Toute la journée, l'hippopotame jouit de son adaptation à l'élément liquide, ce qui ne l'empêche pas de célébrer aussi d'autres noces que celle de son corps avec la rivière. L'évolution naturelle a destiné l'hippopotame à une existence amphibie. Mais c'est dans et sous l'eau que l'animal parvient le mieux à son invisible, à son mystérieux accomplissement. La démarche de l'hippopotame sous l'eau s'apparente au galop du cheval. Elle est aussi produite parfois par de brèves ruades des membres postérieurs. Enrobé de graisse, profilé pour l'immersion, allégé par la poussée de l'eau, l'hippopotame paraît glisser sur le fond, comme en apesanteur.
Capable de rester sans respirer plus de 7 minutes, l'hippopotame revient cependant en moyenne toutes les 2 minutes à la surface, où il ne peut laisser émerger que ses narines, ses yeux et ses oreilles. Cette remontée peut se produire même pendant le sommeil, car la prise d'air est un réflexe incontrôlé et inconscient. Au sol, les oiseaux pique-bœufs débarrassent l'hippopotame de ses parasites. Sous l'eau, les poissons se chargent de lui nettoyer la peau. Entre deux bains, les hippopotames mâles se livrent à des combats réels ou rituels. Bien souvent, la lutte se limite à quelques stratégies d'intimidation. Il suffit pour cela de beugler, de gronder, d'ouvrir la gueule et de mettre en valeur ses canines inférieures, qui peuvent mesurer jusqu'à 1 mètre chez les mâles âgés. Les mâchoires peuvent s'écarter selon un angle de 150 degrés, ce qui facilite l'exhibition des dents et rend la morsure plus cruelle. L'un des rituels sociaux les plus importants chez les hippopotames est la défécation. En dispersant ses excréments grâce à une queue utilisée comme une hélice, l'animal marque son territoire, affirme sa domination ou, éventuellement, montre son hostilité. L'avantage écologique de ce comportement n'est pas négligeable, puisque l'hippopotame produit ainsi les engrais nécessaires à la végétation subaquatique. L'hippopotame ne dispose pas d'une gueule permettant des expressions différenciées. C'est pourquoi l'ouverture de la bouche, l'aptitude à produire des sons et l'excrétion revêtent une telle importance. Elles sont en fait les seuls modes de communication disponibles entre des individus voués à vivre ensemble. Dans le nid que creusa jadis leur père, 3 autruchons sont nés aujourd'hui.
Chez les autruches, les œufs proviennent d'une femelle et d'un mâle principaux. 2 ou 3 femelles secondaires ont ajouté leurs œufs à ceux du couple. Pendant 1 mois et demi, le mâle, aux plumes noires et blanches, a couvé la nuit. La femelle, que sa robe brune rend moins visible aux prédateurs, a consacré ses journées à la même tâche. Les autres œufs sont prêts à éclore. En effet, la couvaison n'a commencé qu'après la dernière ponte, de sorte que les naissances interviennent de manière simultanée. Les autruchons sont nidifuges, ce qui signifie qu'aussitôt après la naissance, ils sont en mesure de quitter le nid. Ils peuvent déjà courir, se nourrir et s'éloigner des autres œufs, ce qui peut contribuer à disperser l'attention des prédateurs. Tous ne survivront pas à leur propre naissance. La mortalité est élevée et seuls 15% des autruchons parviendront à l'âge adulte. Les autres seront la proie des chacals et des hyènes. Les instincts de l'autruche se manifestent prématurément. Dès sa naissance, cet autruchon est attiré par un bout de coquille. Sans jamais l'avoir appris, il sait déjà qu'il lui faudra toute sa vie avaler des graviers destinés à broyer les aliments dans le gésier. La couvée sera bientôt au complet. Lorsque la naissance se produit le jour, il peut arriver comme ici que la mère se soit absentée pour aller se nourrir. Les autruchons, du moins ceux d'entre eux qui survivront, la verront venir à eux sans tarder. Les enfants de Douma sont désormais âgés de plus de 2 mois. Ils ont pris de la force et s'exercent à l'escalade. Bien que son agilité à ce sport n'égale pas celle du léopard, le guépard se plaît à grimper dans les arbres. Contrairement aux autres félins, ses griffes ne sont pas rétractiles et offrent à l'écorce une prise moins acérée. À cet exercice, la difficulté principale n'est pas de monter, mais de descendre. Après l'épreuve, vient toujours l'heure du jeu par lequel les enfants de Douma se durciront le corps et le caractère.
Le lait de leur mère est encore la principale nourriture des 4 bébés. Un lait riche en protéines, auquel les petites proies qu'ils ont appris à grignoter ne sauraient encore se substituer. Solitaire, attentif, le caracal surveille son territoire. Le caracal appartient au groupe des chats sauvages. Il ressemble au lynx dont il est le cousin. L'on distingue ses oreilles remarquables. Leur pavillon, très mobile, est surmonté d'une touffe de poils noirs. Quand le caracal chasse en groupe, ou plus souvent à deux, les oreilles fonctionnent comme un sémaphore visible de loin et indiquent aux congénères la direction dans laquelle la proie a été repérée. Le caracal se nourrit d'oiseaux cueillis au nid ou attrapés en vol, mais aussi de petites gazelles pouvant peser 2 fois plus que lui. 1 kilo de nourriture est chaque jour nécessaire à ce discret et élégant prédateur. Quand ils se déplacent, les phacochères semblent toujours vaquer à des occupations urgentes et prioritaires. Une mère, nommée Napuna, 7 bébés en file indienne. Les arpenteurs de la savane se pressent comme le lapin retardataire d'Alice au pays des merveilles. Une femelle donne naissance à des portées de 2 à 3 nouveau-nés. Cependant, des groupes peuvent se constituer dans lesquels les bébés de 2 portées successives ou ceux de plusieurs femelles demeurent ensemble, formant une seule famille. Napuna se montre spécialement libérale car normalement, elle devrait refuser sa mamelle aux bébés issus d'autres femelles. De plus, en principe, chaque bébé est titulaire d'une mamelle et n'a pas le droit d'en téter une autre. De la famille à laquelle il appartient, celle des suidés, le phacochère est le seul à ne pas avoir besoin d'eau. Cependant, lorsque les mares sont remplies, il ne se prive ni de la boisson, ni de la baignade. Contrairement à son cousin domestique, le phacochère n'est pas omnivore mais principalement herbivore. Agenouillé au-dessus de l'herbe, il broute les graminées et utilise le bord supérieur de son groin pour déterrer les bulbes et quelques racines. Bien sûr, en cas de sécheresse, il ne se privera pas de consommer des charognes d'oiseaux ou de petits rongeurs. Les défenses de la femelle croissent moins que celles du mâle, chez qui elles peuvent atteindre jusqu'à 60 cm de haut. Quand s'achève le bain ou le repas et qu'il faut repartir, chaque membre de la famille élève en signe de ralliement sa queue dressée comme un fanion au-dessus des herbes hautes.
Alors que le jour va mourir, Tompo le lion, amaigri et meurtri, demeure solitaire. Aucun clan ne l'a accepté. La nourriture devient rare. À quoi servirait cette gueule malade, inapte à tuer la proie dont tout le groupe aurait besoin? Tompo contemple le soleil et, peut-être, envie son destin car il n'est pas sûr, lui, de renaître au matin. Le monde de ceux qui vivront encore s'endort à la lueur de la lune. Wamba, la matriarche, laisse assoupir sur son flanc, en plus des siens, les lionceaux de ses sœurs et cousines du groupe. Un seul clan, une seule famille. Chez les phacochères, les jeunes mâles immatures s'associent en petits groupes indépendants. Au-delà de 4 ans, ils deviendront adultes et partiront chacun de leur côté en quête d'un territoire et d'une femelle. L'anatomie d'un phacochère mâle se caractérise par l'importance des verrues situées au-dessous des yeux et au-dessus des défenses. Elle renferme les glandes grâce auxquelles l'animal marquera son territoire. Les sécrétions ainsi obtenues servent également à transmettre des signaux de toute nature aux autres phacochères. Les jeunes mâles appartenant à un même groupe sont souvent frères. Plus tard, ils seront en compétition pour trouver leur terrier. Le plus souvent, ils se satisferont d'habitations anciennes dont la conquête se fera par ordre d'arrivée. Les premiers utilisateurs seront considérés comme légitimes propriétaires et les nouveaux venus iront chercher plus loin. Ce principe, sauf situation particulière, contribuera à limiter les conflits violents. Ainsi, la nature met-elle en place, quand cela se révèle indispensable, les dispositifs nécessaires à réguler l'agressivité des animaux. Mais en général, partout dans la savane, c'est la violence qui prévaut et qui frappe. Dans la savane, les situations de compétition les plus dures ne sont pas toujours apparentes. Au ras du sol se livrent de plus féroces guerres que celles des carnassiers. Pour la fourmilière, où les ouvrières s'activent sous la protection des soldats, une journée ordinaire commence. La communauté des fourmis constitue un organisme global et collectif, composé de près de 500 000 individus dont chacun, de la reine féconde à l'ouvrière stérile, a son rôle et sa place. Toute la journée, les fourmis s'activent à consolider le dôme de la fourmilière, à recueillir des fragments végétaux sur lesquels seront cultivés des champignons, ou à partir en chasse.
Un termite isolé s'est aventuré sur l'une des routes qui relient la fourmilière à la prairie. Mauvaise idée. Les fourmis commenceront par tester sa résistance en se contentant de le bousculer. Alertée, la fourmilière décide d'engager des forces lourdes contre l'ennemi. L'attaque commence. Le termite parviendra, en attendant qu'arrivent des renforts venus de la fourmilière, à décapiter son premier adversaire. La situation se renverse vite au détriment de l'intrus, car un soldat va parvenir à lui enfoncer ses pinces dans le corps et à lui crever l'abdomen. Et c'est la curée. Le termite est broyé, déchiré, déchiqueté, tandis qu'un soldat lui perfore le crâne entre ses pinces. Afin que les fragments du termite puissent être ramenés à la fourmilière sans encombre, les soldats se servent de leur corps pour former un tunnel de protection sous lequel circuleront les ouvrières. À la fourmilière, le travail quotidien se poursuit. Balai des constructeurs qui consolident les murs, interminable va-et-vient des ouvrières qui approvisionnent la communauté. Semblable organisation serait impossible sans un système de communication sophistiqué. Les fourmis se parlent grâce à des substances chimiques nommées phéromones. Un autre mode d'expression plus rustique consiste à utiliser ses antennes ou ses pattes comme des baguettes de tambour sur le crâne d'un congénère. Une sorte de système morse d'une efficacité à toute épreuve. Un peu plus loin, une sauterelle a été prise d'assaut. Des dizaines de fourmis se pressent sur son corps. Pour l'immobiliser, 2 soldats aux puissantes mandibules se préparent à lui scier une patte, selon la méthode des bûcherons. Celui qui opère au niveau de l'articulation y parviendra en premier. Comme dans le monde des grands fauves, il arrive chez les fourmis que l'on joue successivement le rôle du prédateur et celui de la proie. Un fourmilion, aussi nommé pince-oreille, a creusé dans le sable l'entonnoir d'un piège mortel. Sans même avoir vu son bourreau, la fourmi se fait attaquer. La pince du fourmilion lui saisit l'abdomen. La fourmi parvient à se dégager, mais sa blessure est grave.
Elle se couche sur le flanc en tremblant. L'agonie sera brève. Enfin, le prédateur n'a plus qu'à surgir pour ensevelir sa proie. La tragédie est jouée. Au début de l'histoire, Ngaya était apparu dans une nuée d'oiseaux. Sur sa peau infectée et purulente, il nettoyait de leur bec les croûtes, les impuretés. Peu à peu, ils cicatrisèrent quelques blessures et Ngaya se sentit mieux. Mais aujourd'hui, les oiseaux ne pourront plus rien pour la grande girafe Maasai, qui porte des tumeurs sur le ventre et à la jambe arrière gauche. Pourtant, ils poursuivent leurs tâches. Tel est leur rôle, telle est leur chance. Nettoyer sans fin le cuir des grands herbivores et se nourrir d'une moisson de parasites. Alors, les oiseaux continuent leur travail sur le corps de Ngaya, qui n'en a plus besoin. Dans le clan de Wamba, les lionnes amaigries n'ont pas mangé depuis la pleine lune. Beaucoup de zèbres, de gazelles ou d'antilopes ont suivi les gnous sur leur route du sud. Avec leur départ, les occasions de chasser se sont raréfiées. Une lionne, faute de mieux, a découvert une boîte d'écailles dans laquelle quelque chose tremble, quelque chose vit. Dans cet objet que convoitent les autres lionnes, un petit être semble avoir trouvé refuge. Il y demeure inexpugnable. L'arrivée d'un lionceau annonce celle de Wamba. La chasseresse revient défaite. Elle n'a pas de sang aux lèvres et ne traîne derrière elle aucun butin. Épuisée mais infiniment attentive, la lionne borgne ne parvient à remplir en ces temps de disette que sa tâche maternelle. Il faut ruser avec sa faim, lui faire croire qu'une branche, une brindille pourrait se manger et remplir un estomac de carnassier. Importunée par ses congénères, la lionne à la tortue s'éloigne pour résoudre son casse-tête dans le calme. La lionne a renoncé à sa tortue. Un jeune mâle espère avoir plus de talent qu'elle. Et la tortue passe ainsi de gueule en gueule, déconcertant tout le groupe,
des plus vieux aux plus jeunes. Il est temps de vaincre l'adversité. Kigori, la sœur de Wamba, repère un phacochère. C'est un adulte de bonne taille. La chasse commence. Malgré l'adresse employée par Kigori à se dissimuler, le phacochère a senti le fauve. Il s'enfuit. Tout est à recommencer. Cette fois, c'est un phacochère femelle et ses petits qui attirent l'attention d'une jeune lionne. Le bébé le plus menacé espère fatiguer la lionne en courant dans tous les sens. La stratégie du bébé phacochère est un succès. Dépitée, la lionne renonce à cette proie qui lui avait semblé si facile à atteindre. Alors que les phacochères se sentent enfin en sécurité, au moment même où tout semble perdu pour le clan des lions, Wamba la borgne se met discrètement en place. Sans qu'ils s'en doutent, elle attend les phacochères là où ils ne l'attendent pas, face à eux. Le bébé qui avait survécu à l'attaque d'une première lionne est mort sous le croc de Wamba. Ici, la vie est un sursis permanent. Enfin, Wamba peut se nourrir après plusieurs jours de jeûne. C'est alors que s'approche envieuse l'une des lionnes qui ont participé à la chasse. Wamba se méfie et s'enfuit avec sa proie. Mais la faim est si grande que l'autre lionne viendra sur les lieux que Wamba aura désertés pour y lécher quelques gouttes de sang, pour y glaner quelques fragments de chair. Habituée au partage, Wamba s'y refuse aujourd'hui. Elle souffre trop avec les siens de cette situation de pénurie pour pouvoir se montrer généreuse, sans se mettre en péril. Enfin, la lionne affamée s'approche de Wamba. Elle craint d'indisposer son aîné et de se faire rabrouer. À petits pas, avec humilité, elle s'avance vers la lionne borgne. Wamba se lève et s'éloigne alors, abandonnant à sa parente les reliefs de son repas.
En quelques semaines, les autruchons ont grandi. Adultes, certains d'entre eux pourront peser jusqu'à 150 kilos, mais pour l'instant, ils explorent la savane. Ils proviennent de plusieurs nids et ont été regroupés par les parents dans des crèches. L'adulte de garde qui accompagne les autruchons surveille les environs au cas où un prédateur se présenterait. Si cela devait survenir, il se précipiterait le plus loin possible, ailes déployées, en courant dans tous les sens, afin de détourner de la crèche l'attention du chasseur. La femelle de garde vient de découvrir un gisement de concombres sauvages. Sous le regard d'un mâle, elle expérimente cette nouvelle nourriture à laquelle, par dégoût, elle renonce aussitôt. Il se nommait Tompo. Tompo, jeune lion solitaire, avait trop attendu pour parvenir à se faire admettre dans un clan d'adoption. Trop faible, trop dépendant, trop affamé de protection pour ne pas encombrer la famille qui l'aurait accepté, Tompo est mort discrètement, un soir, après que le soleil fut couché. Aucune lionne, aucun lionceau, aucun frère ne remarquera sa disparition, ni ne cherchera sa dépouille. Comme tous les lions morts, Tompo a rendez-vous avec la hyène, le vautour et le chacal. La griffe de Tompo, son sceptre de souverain, se retrouvera dans la gueule d'un charognard. Telle est la revanche que prennent les mangeurs de morts sur ceux qui se nourrissent de vie. Telle fut l'histoire de Tompo, mort de n'avoir pu trouver une famille d'adoption. Dans toutes les jungles, dans toutes les savanes du monde, la règle est la même. Nul ne l'enfreint. Mon clan d'abord, et malheur aux intrus. Oui, il se nommait Tompo. Hélas, pour son malheur, il n'avait pas l'étoffe des survivants, sans laquelle aucun lion ne peut régner. Le soleil qui se couche le soir sur la savane n'est jamais identique à lui-même. Ce soleil-là, teinté de sang, a vu mourir un lion. Il a laissé partir Ngaya, la girafe, vers le dernier horizon. Il a contemplé le combat que se livrent les êtres de l'infiniment petit.
Ce soleil-là verra demain d'autres animaux mourir et d'autres vivre. Il contient à lui seul tout ce qu'il y a de rouge dans la terre et dans le sang de l'Afrique.